sur un tronçon de route calme et poussiéreux du Missouri, une station-service banale se dressait comme un vestige oublié d'une époque plus calme. Le genre d'endroit où peu de gens s'arrêtaient et où encore moins s'attardaient. Mais en cet après-midi de fin d'été, sous la lourde brume dorée du soleil bas au-dessus de la cime des arbres, un événement allait bouleverser l'ordinaire. Un homme, l'adjoint Kyle Ricker, un shérif adjoint corpulent, la coupe au bol et les bottes couvertes de crasse depuis des mois, entra sur le parking d'un palan et posé. Il pensait pouvoir intimider la femme qui faisait le plein, une femme noire qui ressemblait à n'importe quelle voyageuse fatiguée d'une cinquantaine d'années. Ce qu'il ignorait, c'est qu'elle n'était pas n'importe qui. Il s'agissait de Camilla Brooks, chef de la division Midwest du FBI, une femme dont la force tranquille avait démantelé des empires de la drogue, affronté des gouverneurs puissants et porté le poids de la justice au-delà des frontières des États. La mission de Camilla ce jour-là était simple, faire le plein, peut-être boire un soda frais, et rentrer avant le coucher du soleil. Elle était vêtue simplement un jean, une veste grise, des lunettes de soleil foncé, mais elle se tenait avec un calme et une assurance inébranlable qui attiraient l'attention de tous ceux qui la regardaient attentivement. Le crissement du gravier sous la voiture de police de Ricker annonça son arrivée, et bien que Camilla ne broncha pas, elle comprit immédiatement le danger de son approche. Sa demande de voir sa carte d'identité n'était pas une question de routine, c'était une question de contrôle. Son ton était rude, teinté de suspicion et de prétention. Lorsqu'elle lui montra son permis de conduire, et non son badge, il parut offensé, comme si sa seule présence était une insulte à son autorité. La tension monta rapidement. Ricker envahit son espace, envahit son véhicule sans permission, fouillant dans ses effets personnels comme si la possession de la voiture ne signifiait rien. Lorsque Camilla tenta de calmer la situation en lui présentant calmement la carte grise, il y répondit avec violence, un coup de pied brutal et soudain dans le tibia qui la projeta sur le gravier. Mais Camilla Brooks n'était pas une victime à mettre de côté. Malgré la douleur vive et brûlante qui irradiait dans sa jambe et le sang qui suintait à travers son jean déchiré, elle se redressa. Son visage resta stoïque, indéchiffrable, un masque forgé par des années de confrontation à l'injustice et aux préjugés. Non loin de là, un adolescent capturait silencieusement la scène avec son téléphone, créant un bouclier de responsabilité tacite. Alors que Ricker s'éloignait à toute vitesse, persuadé que ses actes étaient passés inaperçus, le téléphone de Camilla vibra, un appel urgent provenant de son centre de commandement. Les rouages de la justice se mirent en marche, sa voix ferme et impérieuse exigea une enquête approfondie sur le passé de Ricker. Son léger sourire n'exprimait pas de l'amusement, mais une détermination calculée. L'arrogance de l'adjoint avait allumé en elle un feu qui ne s'éteindrait pas. Forte de preuves et d'une détermination forgée par des années de lutte, Camilla était prête à renverser la situation. Il ne s'agissait pas seulement d'un policier malhonnête sur une route poussiéreuse. Il s'agissait d'un système défaillant auquel une femme n'avait pas peur de riposter, à un combat qui allait se propager bien au-delà d'une station-service tranquille du Missouri. La façon dont il lui a donné des coups de pied, comme si elle n'était pas une personne, juste un obstacle sur son chemin. C'est ce qui l'a marqué à ce moment-là. L'adolescent qui avait filmé s'approcha lentement. Il était mince, à peine âgé de 17 ans, les yeux écarquillés et les mains encore tremblantes. Il brandissait son téléphone comme un objet sacré. « J'ai tout compris », dit-il. Je ne savais plus quoi faire. Camilla prit une inspiration, le regarda droit dans les yeux et lui adressa un hochement de tête qui en disait long. « Tu as bien fait », lui dit-elle. « Assure-toi que ça passe partout. » Elle se glissa derrière le volant de son SUV, le siège en cuir chaud contre son dos, son esprit déjà en mode commandement. Ce n'était plus personnel. C'était professionnel, et c'était dangereux pour lui. Elle sortit son téléphone de sa poche et trouva le contact qu'elle utilisait rarement, sauf en cas de besoin, Marcus Ellington, directeur adjoint de la coordination du renseignement. L'appel fut établi à la deuxième sonnerie. « Cam », dit-il d'une voix tendue. « On a des signaux. »« Ça va ?»« Pas du tout », répondit-elle. « Il faut tout mettre sur le dos d'un adjoint, Kyle Ricker, du comté de Benton. Je veux que chaque plainte, chaque parcelle de poussière soit balayée sous le tapis. Des enregistrements civils viennent d'être mis en ligne. Celui-ci va brûler. »« Bien reçu, » dit-il sans hésiter. « Que s'est-il passé ? » ?»« Il m'a donné un coup de pied, » dit-elle. « En plein jour, dans une station-service. Je pensais n'être qu'une femme noire de passage. » Il y eut un silence au bout d'un instant. Puis Marcus répondit, d'une voix basse et calme, « Il a terminé. » Camilla a raccroché. Pas besoin de plus. À l'extérieur du SUV,
l'adolescent était déjà en train de télécharger la vidéo. Les images allaient faire le tour d'Internet en quelques secondes. Son visage, sa botte, son air si sûr, si suffisant, tout cela serait connu, et quand ça arriverait sur Twitter, peu importe qui elle était. Mais bientôt, il le saurait. Elle se pencha pour se frotter le genou, puis ouvrit la petite pochette latérale de son sac. À l'intérieur se trouvait son badge, chef du FBI, division du Midwest. Il brillait dans la faible lumière comme s'il avait une voix propre. Elle ne l'avait pas montré plus tôt, non pas parce qu'elle se cachait, mais parce qu'elle voulait voir jusqu'où cet homme irait, jusqu'où ses préjugés le mèneraient. Et maintenant, elle savait. Le réservoir émit un bip, signalant qu'il était plein. Elle remit le pistolet en place, revissa le bouchon et marqua une pause. Une brise balayait le parking, soulevant poussière et odeur d'essence. Au loin, elle entendit une sirène, faible mais de plus en plus forte. Pas pour elle. Pas encore. Mais bientôt, il viendrait les chercher. Non pas parce qu'elle les avait appelés, mais parce qu'Internet l'exigerait. Elle s'engagea sur l'autoroute, lentement, méthodiquement, le SUV roulant doucement sur le gravier. La douleur dans son genou s'est propagée lorsqu'elle a appuyé sur l'accélérateur, mais elle l'a accueilli avec plaisir. Cela l'a ramenée à la raison. 30 kilomètres plus loin, elle s'arrêta dans un restaurant tranquille à la peinture rouge écaillée et au néon bourdonnant, ouvert, quoique à peine. Elle avait besoin d'un moment, non pas pour se reposer, mais pour planifier. À l'intérieur, les lumières vacillaient sur des banquettes usées et de vieux sols en linoléum. Une serveuse derrière le comptoir l'examina, remarqua sa boiterie et dit « Rien de bon ». Camilla ne voulait pas de pitié. Elle voulait un café et 10 minutes de silence. Elle s'assit au fond, dos au mur, les yeux rivés sur l'entrée. La serveuse lui a apporté une tasse ébréchée et une part de tarte sans rien demander. « On dirait que tu as eu une journée bien remplie », dit-elle gentiment. Camilla parvint à esquisser un mince sourire. Quelque chose comme ça. Lorsque la serveuse s'éloigna, Camilla ressortit son téléphone. Cette fois, elle n'appelait ni un agent ni un directeur. Elle ouvrit ses dossiers sécurisés et saisit les mots « ouverture d'enquête, adjoint Kyle Ricker, violation des droits civiques, agression sur agent fédéral ». Elle appuya sur « enregistrer ». Ce fut le premier clou dans son cercueil. Il ne le savait simplement pas encore. Ça n'a pas pris longtemps. Le temps que Camilla finisse sa part de tarte et avale sa deuxième tasse de café noir, la vidéo était déjà partout. Au début, elle était modeste, avec seulement quelques retweets de lycéens du quartier qui connaissaient le jeune qui l'avait filmé. Puis une republication sur une page communautaire du Missouri. Mais en moins d'une heure, le message a explosé, TikTok, Reddit, Twitter, Facebook. Il s'est répandu sur toutes les plateformes comme une traînée de poudre. Cette botte qui lui a heurté le tibia, la faisant tomber sur le gravier. Le sourire narquois de Ricker, sa voix qui disait « c'est là que tu appartiens ». Le tout se répétait encore et encore, agrémenté de légendes qui disaient tout et n'importe quoi, de « c'est l'Amérique »,« ah, c'est quelqu'un, attends un peu ». Le monde ne savait pas encore qui elle était, mais ils savaient ce qu'ils voyaient et ils étaient fous. Quand Camilla est ressortie du restaurant, son téléphone vibrait sans arrêt. Marcus avait envoyé un texto « tu fais le buzz ». La vidéo a déjà 1 million de vues. Puis, le nom de Ricker est tendance. J'ai ton dossier. Tu veux les moments forts ou l'intégralité de l'affaire? Elle a répondu un mot, les deux. Il l'a appelé 2 minutes plus tard. 6 ans de service, dit Marcus à voix basse. Ricker a 4 plaintes pour usage excessif de la force. Toutes classées. 3 concernaient des hommes noirs de moins de 30 ans. L'une d'elles concernait une infirmière latino-américaine qu'il avait arrêtée pour un feu arrière cassé et qu'il avait tenté d'arrêter pour résistance. Toutes classées sans suite. La mâchoire de Camilla se tendit. Et sachez ceci, a-t-il poursuivi. Le bureau du shérif l'a toujours soutenu. La superviseure Linda Coquin, élue 3 mandats, se présente sans opposition, étroitement liée à la commission du comté. Elle n'a jamais déposé de rapport disciplinaire qui ait été retenu. Camilla resta silencieuse un instant. Elle fixait simplement la route déserte, l'enseigne au néon du restaurant clignotant derrière elle, comme si elle hésitait à rester allumée ou éteinte. Ils vont essayer de l'enterrer, dit-elle. Finalement, Marcus ne protesta pas, mais c'est trop tard. La vidéo est sortie. L'article est brûlant. Les cases de reportage sont probablement déjà à mi-chemin de Banton.
Camilla hocha la tête pour elle-même. Alors, faisons en sorte qu'il n'ait pas cette chance. Elle raccrocha et remonta dans son SUV. Sa claudication était plus marquée maintenant. Son genou s'était raidi alors qu'elle était assise. Elle grimaça en avançant, mais ne ralentit pas. Elle réfléchissait déjà à l'avenir, planifiant ses 3 prochaines étapes. C'est comme ça qu'elle avait toujours survécu. Rester calme. Rester alerte. Garder 5 coups d'avance sur le chaos. Lorsqu'elle a franchi la sortie suivante, sa boîte mail était inondée, journalistes, militants, anciens agents de terrain à qui elle n'avait pas parlé depuis des années. Tous lui posaient la même question, est-ce vraiment vous dans la vidéo? Elle les ignora pour l'instant. Elle envoya plutôt un message crypté directement au service juridique du bureau. J'ai besoin d'accéder aux dossiers internes de la shérif Linda Coquin. Tous les adjoints affectés à son unité. Les plaintes des 10 dernières années, résolues ou non. 10 minutes plus tard, une réponse m'est parvenue. J'y travaille. Le directeur veut être informé. Il n'est pas content. Camilla sourit. C'était quelque chose. Le soleil avait maintenant disparu sous la limite des arbres, laissant l'autoroute baignée de longues ombres. Les phares de son SUV capturaient la poussière tourbillonnant sur la route comme des fantômes. Elle alluma la radio. Toutes les stations diffusaient déjà l'histoire. Une vidéo circulant en ligne montre ce qui semble être un adjoint du shérif agressant une femme noire dans une station-service. Les avocats des droits civiques demandent une enquête immédiate au bureau du shérif du comté de Benton. La femme n'a pas encore été identifiée, mais des sources suggèrent qu'elle pourrait avoir des liens avec les forces de l'ordre fédéral. Camilla baissa le volume et continua de conduire. Elle savait ce qui allait suivre, les appels, les conférences de presse, les excuses timides de fonctionnaires qui avaient passé des années à ignorer ce comportement précis. Ils faisaient semblant d'être choqués. C'était toujours le cas. Mais elle n'était pas là pour être choquée. Elle était là pour obtenir des résultats. Elle s'arrêta dans un petit motel en bord de route, juste après la frontière du comté. Elle s'enregistra sous un autre nom et paya en espèces. De vieilles habitudes. Elle n'avait pas besoin d'être surveillée ce soir. Pas avant d'avoir tout mis en place. La chambre était basique. Un lit simple, une lampe poussiéreuse, une télévision qui n'avait probablement pas fonctionné depuis l'administration Bush, mais elle avait le Wi-Fi et une serrure fonctionnelle. Elle posa son ordinateur portable sur la petite table et ouvrit le dossier que Marcus lui avait envoyé. Le dossier de Ricker, des photos, des plaintes scannées, des témoignages de civils restés sans suite. Une femme avait même écrit une lettre à l'éditeur il y a 3 ans, le décrivant comme hostile, agressif et ivre de pouvoir. Personne ne l'avait publié, et maintenant ils étaient là. Camilla a créé un nouveau document intitulé Modèle de mauvaise conduite de Benton, conclusion préliminaire. Elle a tapé pendant l'heure qui a suivi, son genou glacé avec une serviette enroulée de la salle de bain, son téléphone bourdonnant toutes les quelques minutes avec des mises à jour, des articles, des mentions, du bruit. Elle a tout ignoré. Chaque mot qu'elle tapait était une brique dans le mur qu'elle construisait. Pas seulement autour de Ricker, mais autour de toutes les fondations pourries sous lui. Parce que ce coup de pied n'était pas seulement une agression. C'était une fenêtre. Et maintenant, elle prévoyait de déchirer tout le cadre. Camilla n'a pas dormi cette nuit-là. Pas vraiment. Peut-être qu'elle a fermé les yeux pendant 20 minutes sur la couverture du motel, mais son esprit n'a jamais cessé de bouger. Car désormais, il ne s'agissait plus seulement de Ricker. Ça ne l'avait jamais vraiment été. Non, cet homme n'était que la partie émergée de quelque chose de plus profond, de plus méchant. Vers 4h15, Camilla se servit une tasse de café de motel au goût de rouille et d'asphalte, puis ouvrit un deuxième fichier que Marcus venait de télécharger. Il s'agissait du shérif Linda Coquin, 47 ans, une ancienne policière d'État élue shérif à seulement 39 ans, et qui avait depuis effectué 3 mandats sans opposition. Tout comme Ricker, son dossier était étrangement vierge, trop vierge. Camilla se pencha, lisant attentivement entre les lignes. Coquin avait signé chacun des licenciements pour faute professionnelle de Ricker. En fait, sa signature ne figurait pas seulement sur ses dossiers. Au moins 11 autres officiers sous ses ordres avaient fait l'objet de plaintes pour usage excessif de la force, la plupart ayant été discrètement classés en 1 ou 2 semaines. Pas un seul cas n'avait donné lieu à une quelconque sanction disciplinaire interne. Pas un seul. C'était le schéma habituel. Il ne s'agissait pas d'un comportement malveillant ni de quelques brebis galeuses, c'était un système, délibéré et calculé.
Camilla ouvrit un autre onglet et commença à recouper les dossiers par date. Chaque fois qu'une plainte était déposée contre un adjoint du comté de Banton, les mêmes noms apparaissaient sans cesse, un agent des affaires internes qui n'avait constaté aucune irrégularité, un greffier qui avait mystérieusement égaré les images d'une caméra corporelle et un juge qui avait rejeté 3 poursuites civiles pour vice de forme. Tous, à noter Camilla, étaient liés politiquement ou financièrement au cabinet de Colquin. Ce n'était pas seulement une affaire défectueuse, c'était truqué. Elle se pencha en arrière et expira profondément. Sa jambe la lançait encore, mais ses mains serraient fermement la tasse de café. La pression qui montait dans sa poitrine n'était pas de la douleur, c'était de la lucidité. Ce genre de lucidité qui vous frappe quand vous réalisez que le problème ne vient pas seulement d'un homme. C'est le sol dans lequel il a été planté. Dehors, le ciel s'est adouci et est devenu gris. Une nouvelle journée commençait, mais celle-ci serait différente. Camilla s'habilla d'un jean propre et d'un t-shirt noir sous sa veste, tira ses cheveux en arrière et accrocha son badge à sa ceinture hors de vue pour l'instant. Puis elle passa l'appel. Marcus décrocha à la première sonnerie. « Tu es en avance. »« Je suis furieuse, dit-elle d'un ton neutre. Et j'ai un travail pour toi. Frappez-moi. J'ai besoin que vous découvriez qui finance la réélection de Colquin. Tous les comités d'action politique, les liens avec l'immobilier, les dons de l'extérieur. Je veux l'arbre entier, pas seulement les branches. Je m'en occupe. » Elle marqua une pause. « Et Marcus ? » ?»« Ouais. Je veux savoir si elle est sale ou si c'est l'architecte. » Cette phrase retentit lourdement entre eux. Il comprit. À 6 heures du matin, Camilla quitta le motel. Le gérant n'avait même pas levé les yeux de ses mots croisés, ce qui était normal. Elle ne voulait pas attirer l'attention. Pas encore. Le premier fourgon de presse qu'elle croisa était garé devant la station-service, à l'endroit même où Ricker l'avait renversé 24 heures plus tôt. Un journaliste se tenait près des pompes, micro à la main, parlant dans le soleil matinal. Ce clip allait être diffusé sur tous les écrans américains avant midi. Camilla passa devant sans ralentir. À 7h30, elle se présenta au bureau du FBI, près de Jefferson City. Sans prévenir, elle présenta son badge, fixa fermement la réceptionniste du regard et adopta un ton qui n'invitait pas à poser de questions. Elle prit une salle de conférence libre à l'arrière et alluma son ordinateur portable. En moins d'une heure, Marcus lui a livré une pile de documents financiers de campagne, de registres de dons et de notes internes. Le shérif Colquin était soutenu par 2 entreprises de construction locales, une société de sécurité tierce et un juge à la retraite qui dirigeait désormais un conseil des relations communautaires qui n'avait pas publié de rapport public depuis 5 ans. Tous avaient bénéficié de contrats attribués par le bureau du shérif, contrats de construction, modernisation des équipements de surveillance, et même contrats de restauration à la prison du comté. Tous les liens s'alignaient comme des dominos. Camilla regarda les noms un par un. Puis elle ouvrit un nouveau document, celui-ci n'était pas destiné au FBI. Il n'était pas destiné à la presse. Il était pour elle. Elle l'intitula « Réseau » et commença à le construire. Ricker en bas. Colquin au-dessus. L'agent des affaires internes, le juge, le greffier, les donateurs, un réseau inextricable de complices. À chaque fois qu'elle ajoutait un nom, quelque chose se transformait en elle. Ce n'était plus de la vengeance. Ce n'était même plus de la rage. C'était du devoir. Pur et simple. Ça n'allait pas faire la une des journaux. Ça allait être un jugement. Peu après midi, Camilla sortit pour la première fois depuis des heures, ayant besoin d'air et de clarté. Le ciel était plus bleu qu'il ne le devrait. Assise sur les marches du tribunal, téléphone à la main, elle observait les notifications affluer. Un avocat spécialisé dans les droits civiques d'Atlanta. L'assistant d'un sénateur demandant une déclaration. Un présentateur de journal télévisé national demandant une interview en direct. Elle les ignora tous. Elle n'était pas prête à parler. Elle rassemblait encore ses forces. De retour à l'intérieur, elle passa un dernier appel, cette fois à Denise Hampton, une procureure fédérale avec laquelle elle avait travaillé des années auparavant sur une affaire de corruption à Kansas City. Denise répondit par un bonjour las. « C'est Brox, dit Camilla. Denise se redressa aussitôt. « Oh, j'ai vu la vidéo. Je ne savais pas que c'était toi avant ce matin. »« Ouais, c'était moi. »« Ça va ?»« Non, » admit Camilla. « Mais je le ferai. Écoute,
je suis en train de monter quelque chose ou un réseau et j'ai besoin de ton aide quand ce sera prêt. Il y eut un moment de silence. Puis Denise dit, à vous de choisir. Camilla a mis fin à l'appel. Les murs se rapprochaient, et elle ne faisait que commencer. Le lendemain matin, lorsque Camilla est entrée au tribunal du comté de Banton, le monde entier avait déjà entendu parler de son histoire. La vidéo avait fait le tour du pays. CNN, MSNBC et même Fox News la diffusaient en boucle. Une image s'est gravée dans les yeux de l'Amérique, un adjoint du shérif, la botte levée, s'écrasant sur la jambe d'une femme noire dans une station-service. Sa chute, son sourire narquois. Cette seconde de violence avait été l'étincelle qui avait tout déclenché. Mais maintenant, le monde allait enfin voir la suite. Camilla est venue seule. Sans escorte, sans avocat, sans dispositif de sécurité ou juste elle. Mais elle marchait comme si elle mesurait 3 mètres. Ses genoux la lançaient encore à chaque pas, serrés sous son pantalon. Mais elle ne boitait pas aujourd'hui. Ni ici. Ni maintenant. Pas sous les regards de tous côtés. Cette fois, elle portait son badge ouvertement sur sa ceinture. Les marches du palais de justice étaient bondées. Journalistes, habitants, militants et caméras au tellement de caméras. Une tribune improvisée avait été installée à l'avant, les micros de tous les grands médias pointant vers elle comme des lances. Derrière les cordes, une foule animée brandissait des pancartes dans l'air brûlant du Missouri, justice pour Camilla. Virement de Ricker. Démolition du système. Camilla s'arrêta juste avant le podium, prit une grande inspiration, puis s'avança. Le bruit s'est calmé presque instantanément. Je m'appelle Camilla Brox, commença-t-elle d'une voix posée, chaque mot mesuré et clair. Je suis chef du FBI pour la division du Midwest. Je sers ce pays depuis 26 ans. J'ai travaillé aux côtés d'agents fédéraux, de police locale et de groupes de travail internationaux. J'ai démantelé des cartels de la drogue, des réseaux de trafiquants et dénoncé la corruption dans les tribunaux et les palais présidentiels. Elle marqua une pause, non pas pour faire du drame, mais pour laisser le poids de ses mots se poser. Hier, a-t-elle poursuivi, j'ai été agressé en plein jour sur le sol américain par un officier en uniforme qui n'a pas posé de questions, n'a pas vérifié les faits, ne s'est pas soucié de qui j'étais seulement de mon apparence. Il y eut un murmure dans la foule, un frémissement de réaction. Je ne lui ai pas dit qui j'étais, car je voulais voir jusqu'où il irait. Et il est allé jusqu'au bout. Il m'a bousculé, il m'a donné des coups de pied. Et puis il est parti comme si de rien n'était. La voix de Camilla resta calme, mais le feu derrière ses yeux commença à briller. Je ne suis pas ici aujourd'hui pour parler d'un seul homme, a-t-elle déclaré. Je suis ici pour parler du système qui l'a formé à croire que c'était acceptable. Le système qui l'a protégé après 4 plaintes précédentes. Le système qui a laissé son supérieur les rejeter sans conséquence. Ce n'est pas de la police. C'est de la complicité. Les obturateurs des appareils photo claquèrent comme des gouttes de pluie. Un journaliste d'Atlanta se pencha. Quelqu'un dans la foule cria, dites-le. Camilla hocha fermement la tête. J'ai déposé une plainte officielle auprès du ministère de la Justice, a-t-elle annoncé. J'ai apporté la preuve d'une série de violations des droits civiques au sein du bureau du shérif du comté de Banton, et j'ai ouvert une enquête fédérale sur la shérif Linda Colquin, son encadrement, ses contrats, ses finances et son état-major. Des exclamations de surprise, audibles, parcoururent la file de presse. Le nom de Colquin n'avait pas été officiellement associé jusqu'à présent. Camilla n'a pas bronché. Nous ne sommes pas face à une pomme pourrie, a-t-elle déclaré. Nous sommes face à un verger gâté. La foule a éclaté, acclamations, cris, applaudissements. Camilla attendit, laissa monter, laissa porter. Puis, alors qu'elle commençait à s'estomper, elle reprit la parole. Il ne s'agit pas que de moi. Il s'agit de chaque personne arrêtée parce qu'elle ne semblait pas à sa place. De chaque enfant fouillé parce qu'il portait le mauvais sweat à capuche. De chaque mère qui a porté plainte et a disparu. De chaque homme qui a été malmené et à qui on a dit d'être reconnaissant que ce ne soit pas pire. Elle scruta la foule, trouva des visages qu'elle ne connaissait pas, mais se sentait connectée à chacun d'eux. Il ne s'agit pas de politique, a-t-elle déclaré. Il s'agit de justice. Il s'agit de vérité. Il s'agit de réparer ce que nous avons laissé pourrir pendant bien trop longtemps. Sa voix baissa un peu. Je n'ai pas cherché à être sous les projecteurs. Je ne m'attendais pas à ce combat.
Mais je ne compte pas m'en détourner. Les applaudissements recommencèrent, plus fort cette fois. Derrière les caméras, un membre du bureau du shérif se tenait immobile, les yeux fixés sur lui. Camilla le remarqua et soutint son regard une seconde de plus que poli. Puis elle s'est retirée du podium. Une douzaine de journalistes ont lancé des questions en même temps. Chef Brox, est-il vrai que vous avez été menacé? L'adjoint Ricker est-il toujours en service? Pensez-vous que le shérif devrait démissionner? Elle ne répondit à aucune d'elles. Elle se retourna et descendit les marches, les épaules droites, le pas assuré. La foule s'est écartée autour d'elle comme une marée. Marcus l'a rencontré près du SUV et lui a tendu une bouteille d'eau. C'était un sacré discours, a-t-il déclaré. Camilla expira, un sourire rare tirant sur sa bouche. Maintenant, ils savent, dit-elle. Oui, répondit-il. Mais Colquin aussi. J'y compte. Il ouvrit la portière passager, mais elle marqua un temps d'arrêt avant de monter. Regardant le palais de justice, le bâtiment, la foule, l'état général, elle dit, ce n'est plus une simple étincelle. C'est un fusible. Elle est montée à bord et le feu a suivi. Ils n'ont pas attendu longtemps pour riposter. Ce soir-là, peu après 22 heures, Camilla terminait un appel avec un contact du ministère de la Justice à Washington lorsque les lumières du motel devant sa fenêtre vacillèrent. Un craquement, semblable à des pas sur du gravier, attira son attention. Elle marqua une pause au milieu d'une phrase, ses sens s'aiguisant. L'appel s'est terminé et le silence qui a suivi semblait trop immobile, trop intentionnel. Elle se leva, se dirigea lentement vers la fenêtre, regarda à travers les stores et son cœur se serra. Son SUV était en feu. Des flammes jaillissaient du capot, léchant le pare-brise et dévorant le bloc moteur comme du papier. Elle attrapa son téléphone et appela Marcus, puis se précipita dehors, pieds nus, la chaleur irradiant sur le parking. Lorsqu'elle atteignit le véhicule, le feu grondait. Quelqu'un avait lancé un cocktail Molotov ou une bouteille en verre remplie d'essence, une mèche en tissu, projetée à travers la calandre. La fumée lui rongeait la gorge, ses yeux s'embuaient. Sous le lampadaire, près du trottoir, elle aperçut un morceau de carton coincé sous l'essuie-glace d'une voiture voisine. 3 mots, griffonnés au marqueur noir épais, restez dans votre voie. Elle n'avait pas besoin de deviner. C'était un avertissement. Mais le problème avec les coups de semonce, c'est qu'ils ne fonctionnent que sur les personnes qui prévoient de courir. Marcus arriva 5 minutes plus tard, pneus crissants, extincteur à la main. Il arrosa jusqu'à ce que les flammes sifflent et s'éteignent, la mousse se formant sur le trottoir. Puis il se retourna, la poitrine haletante, et regarda Camilla droit dans les yeux. Ils ont peur. Elle hocha la tête une fois. Bien. Le lendemain matin, Camilla a déposé une plainte fédérale pour intimidation. Le même jour, des images de caméras corporelles prises le jour de l'agression ont finalement fait surface, divulguées par un lanceur d'alerte au bureau du shérif. Elles confirmaient tout ce qui était vu sur la vidéo du téléphone portable et plus encore. On entendait Ricker se moquer d'elle tandis qu'elle peinait à se relever, insultes racistes, rire. Impossible de faire tourner la tête. Malgré tout, Colquin a essayé. Elle a publié une déclaration sur la page Facebook du département, un communiqué de presse vide de sens exprimant une profonde inquiétude et l'attente des résultats de l'enquête. Elle n'a pas mentionné Camilla ni Ricker, se contentant de mots vagues et de détournements de la question. Camilla n'a pas répondu. Elle n'en avait pas besoin. À midi, des manifestations avaient éclaté dans 3 villes, Columbia, Jefferson City et Springfield. L'attente était terminée. Ils ont défilé, brandissant des pancartes, scandant son nom, réclamant des démissions et des inculpations. Cette nuit-là, Marcus a appelé avec une autre mise à jour, celle-ci pire. Il creuse profondément. Il paraît que quelqu'un à Washington a divulgué des informations. Vous faites l'objet d'une enquête interne. Pourquoi? Demanda Camilla. Violation présumée du protocole. Une information anonyme affirme que vous avez délibérément incité aux manifestations et utilisé votre position à des fins de vengeance personnelle. Camilla rit une fois, froidement et sèchement. Laisse-moi deviner, la même information anonyme qui disait que j'avais mis en scène la vidéo? Probablement. Bien. Qu'ils essaient. Mais plus tard dans la soirée, quelque chose l'a frappé plus fort que prévu. Un deuxième message est arrivé par les canaux cryptés du FBI, notification de sa suspension temporaire, effective immédiatement. Pas de badge,
pas d'accès, pas d'autorité. Camilla fixait l'écran, stupéfaite. Il l'avait tirée au comme ça. Sans l'entendre, sans la questionner, elle avait disparu. Elle se leva de son bureau, se dirigea vers la salle de bain et se regarda dans le miroir. Son reflet était le même, mais intérieurement, elle le sentait se nœud dans sa poitrine. Pas de défaite. Pas même de colère. De la détermination. Elle n'avait pas fini. Il voulait qu'elle se taise. Alors, elle allait parler plus fort. Elle a appelé Marcus. Il est temps de rendre l'affaire publique. Vous êtes sûr? Oui. Publication intégrale. Images de caméra corporelle, email, tout. Tout divulgué. Et ils l'ont fait. Ce soir-là, un journaliste de confiance d'un média national a diffusé l'intégralité du dossier, la une, des extraits non édités, des captures d'écran, des chronologies, le schéma que Camilla avait découvert chez Banton. Son nom n'était pas mentionné dans la signature, mais tout le monde savait que c'était sa voix qui racontait la corruption, révélait les connexions, dénonçait le silence. La réponse a été radicale. Les sénateurs ont publié des déclarations. Les groupes de défense des droits civiques ont exigé une surveillance du ministère de la Justice. Le hashtag #JusticeS4 Camilla a été tendance pendant 48 heures d'affilée. Et même si Camilla elle-même n'était pas en service, techniquement sans badge, son message avait atteint plus loin que n'importe quelle autorité ne pourrait jamais le faire. Mais l'autre côté n'était pas terminé. 2 nuits plus tard, après une réunion stratégique, elle est retournée dans sa chambre et a trouvé la porte enfoncée. Tiroir vidé, matelas lacéré, ordinateur portable brisé, sac de sport vidé, dossier déchiré. Une vieille photo de son neveu déchirée en deux et abandonnée sur le lit. Ce n'était pas seulement un avertissement. C'était personnel. Elle appela Marcus d'une voix cinglante. Ils essaient de m'effacer. Ils ne le feront pas. Non, dit-elle. Parce que je vais d'abord les effacer. Elle a balayé la pièce à la recherche d'insectes, a vérifié le cadre de la porte, a sécurisé la fenêtre avec une chaise, puis s'est assise à son bureau et a sorti son téléphone de secours. Elle avait encore des contacts, une portée. Son badge avait peut-être été rogné, mais sa mémoire, ses renseignements, étaient toujours aussi précis. Cette nuit-là, elle resta éveillée à bâtir une nouvelle affaire. Pas seulement une affaire. Un démantèlement. Pas seulement de Ricker, mais de chaque rouage de la machine. Et quand le matin arriva, elle ne se sentait pas fatiguée. Elle se sentait prête. Camilla n'a pas couru. Elle ne s'est pas cachée. Et elle ne s'est certainement pas cassée. Au lever du soleil sur le Missouri, elle avait déjà pris une douche, changé de vêtements et installé son nouveau domicile, une petite cabane de location nichée derrière un magasin d'appât, au bord d'une vieille route départementale. Personne ne savait qu'elle était là, sauf Marcus. Et c'était exactement comme elle le souhaitait. Elle avait besoin d'un endroit pour planifier sa prochaine action. Parce qu'il était temps d'arrêter de réagir. Il était temps de renverser la situation. Ils avaient défoncé sa portière, brûlé sa voiture, sali son nom, suspendu son badge. Ils l'avaient attaqué avec le feu, les mensonges et la peur. Maintenant, elle allait répondre avec des faits. Le lanceur d'alerte qui a divulgué les images de la caméra corporelle avait également envoyé autre chose, une copie d'une note interne enfouie au plus profond du serveur du comté de Banton. Il était daté de 6 mois plus tôt et rédigé par un officier depuis réaffecté hors de l'État. Il disait: l'adjoint Ricker a recommandé un congé temporaire en attendant l'examen des tendances croissantes en matière de recours à la force. La décision du shérif Colquin a été rejetée. Aucune mesure de suivi n'a été prise. C'était là, en noir et blanc. Ils savaient. Ils savaient qu'il était un problème et ils l'ont quand même gardé sur le terrain. Camilla a envoyé le mémo à Denise Hampton, la procureure fédérale en qui elle avait le plus confiance. Elle a ensuite appelé Marcus. Prête, demanda-t-elle. Toujours. On tend le piège. Elle a expliqué son idée, une fuite contrôlée, de fausses informations, un fil d'Ariane diffusé via des comptes de brûleurs et des forums cryptés. Une rumeur circulait selon laquelle Camilla rencontrerait un enquêteur spécial du ministère de la Justice dans un palais de justice local, apportant des documents accablants à la table. La rumeur parviendrait à l'équipe du shérif en quelques heures. C'est là-dessus qu'ils comptent, dit Marcus. Ils mordent. Ils sont paranoïaques et désespérés. Camilla était d'accord. Cette fois,
Ils sont venus à nous selon nos conditions. À midi, chaque pièce était parfaitement en place. L'appât ou une sacoche d'ordinateur portable quelconque remplie de fichiers factices et de disques vierges était soigneusement conçu pour paraître tentant, suffisamment crédible pour les attirer, mais totalement inutile en cas de vol. La cible était l'ancien palais de justice d'une petite ville satellite à l'ouest de Banton. Bien qu'abandonné depuis des années, le bâtiment se dressait toujours, ses portes métalliques rouillées légèrement penchées, la peinture délavée s'écaillant sur ses murs patinés comme des souvenirs oubliés. À l'intérieur, Camilla était assise tranquillement au 3e étage, près d'une vitre brisée, le regard fixe et calme. De l'autre côté de la rue, Marcus observait attentivement la scène à travers des jumelles depuis un camion garé, sa présence invisible mais vitale. À 16h37 précise, le premier véhicule apparut, un SUV noir sans plaque d'immatriculation, suivi d'un autre peu après. 3 hommes en sortirent, 2 en tenue décontractée, se fondant dans le décor, et le troisième, une radio accrochée ostensiblement à sa ceinture. C'étaient les hommes du shérif, hors service, mais armés et prêts. Ils ne s'embêtèrent pas à frapper, ils entrèrent par une porte latérale d'un coup de pied brutal. Camilla resta immobile, la main ferme, tandis qu'elle appuyait sur le bouton d'enregistrement. Des caméras cachées, installées plus tôt dans la journée par elle et Marcus, capturèrent chaque seconde, les menaces échangées, la fouille précipitée, l'homme fouillant dans le sac leur, un rictus méprisant se tordant les lèvres lorsque son regard se posa sur Camilla, immobile, au bout du couloir. « Tu crois que ça va me faire peur » lança-t-elle d'une voix basse, ferme, mais inébranlable. L'homme s'avança, ce genre de geste qui trahissait une menace, une démonstration de domination. Mais avant qu'il puisse agir, Marcus l'appela. En moins d'une minute et demie, 2 agents fédéraux firent irruption par l'entrée principale du tribunal, badges étincelants, gilets pare-balles scintillant sous la faible lumière. « FBI » cria l'un d'eux d'une voix cinglante et autoritaire. Les mains bien en vue. Les intrus se figèrent sur place, pris en flagrant délit et exposés. Camilla s'avança, son enregistreur capturant toujours chaque instant. « Vous avez amené la bagarre jusqu'à ma porte » déclara-t-elle avec audace. « Maintenant, vous allez en répondre. » Les agents menottèrent rapidement les hommes tandis que Marcus les suivait, saluant Camilla d'un hochement de tête approbateur. « Ça a marché à merveille » murmura Marcus. « Bien sûr que oui » répondit Camilla, une confiance tranquille s'installant en elle. « Ils croient qu'ils chassent. Ce qu'ils ignorent, c'est qu'ils sont la proie depuis mardi. » Sans attendre, les images furent compilées et envoyées directement au bureau des affaires internes du FBI. Mais Camilla n'avait pas encore terminé. Elle a téléchargé un court extrait de 30 secondes sur son cloud privé et l'a envoyé au journaliste qui avait révélé l'affaire. L'extrait ne révélait ni visage ni nom, seulement des ombres et une voix tremblante de colère qui déclarait « Elle est finie. » Vous m'entendez ? Terminé. L'extrait est devenu viral du jour au lendemain, bouleversant radicalement le récit. Il ne s'agissait plus seulement d'une vidéo virale dénonçant un policier raciste. C'était devenu la preuve irréfutable d'une campagne de représailles organisée contre un agent fédéral. Face à la pression publique, le ministère de la Justice fut contraint d'agir. Il lança une enquête spéciale sur le bureau du shérif du comté de Banton. Colquin fut placé en congé administratif dans l'attente d'un examen. L'adjoint Riquer resta suspendu. Camilla lut les gros titres de la presse ce soir-là, dans la solitude silencieuse de sa cabane. Marcus lui tendit une tasse de café fumant, un sourire sincèrement admiratif. « Vous avez transformé leur embuscade en raid fédéral. » Pour la première fois depuis des jours, le sourire de Camilla était sincère, non pas un masque calculé, mais un instant de pure satisfaction. Pourtant, au fond d'elle-même, elle savait que ce n'était que le début. Le premier craquement ne signifiait jamais la fin. S'installant dans un fauteuil en bois grinçant, elle baissa les yeux vers sa jambe bandée et fléchit les doigts pensivement. « Maintenant, dit-elle doucement mais avec une détermination farouche, nous poursuivons ceux qui ont donné les ordres. » Ouvrant à nouveau son ordinateur portable, elle commença à constituer un nouveau dossier intitulé chaîne de commandement. Et si Colquin n'était pas au sommet de cette pyramide, alors quelqu'un d'autre l'était et Camilla était déterminée à gravir cette chaîne, échelon par échelon, jusqu'à ce qu'elle découvre la main qui avait frappé l'allumette. Et quand elle l'a fait, elle a juré qu'elle brûlerait tout cela jusqu'au sol.